Bonjour et bienvenue dans une saga, une chronique, où je reviendrai sur les sagas cinématographiques qui m'ont marqué. J'ouvre les hostilités avec Twilight parce que je n'ai peur de rien, même pas de l'effet tarte à la crème. Débutée en 2008 et achevée en 2012, la saga a déchaîné les passions et est devenue un véritable phénomène de société. Dorénavant achevée depuis 4 ans, qu'est-ce que moi, qui n'étais à la base pas du tout la cible visée, en a retenu? Agru-gru. Oui, bon, un petit retour s'impose. Bella, 17 ans, quitte le soleil de l'Arizona, où elle vivait dans une cave vu sa pâleur, pour la glorieuse moustache de son shérif de Papounet et la grisaille de Forks. Elle y rencontre l'intrigant Edward qui se révélera être un vampire à paillettes bouffeur de Bambi, capable de lire dans les pensées, sauf celle de Bella. Ils n'ont aucune raison de tomber amoureux, alors ils tombent amoureux. Ils peuvent ainsi courir dans la forêt et jouer du piano. Au clair de la lune, j'ai pété. C'est de la merde. Elle rencontre la vampire family avec Alice qui voit dans le futur Monsieur Balai dans le cul. Carlyle qui coupe du poulet. Esme qui... Heureusement, une autre bande de vrais vampires, probablement venus du futur pour stopper la saga, tente de la tuer. Malheureusement, il se foire et Bella va au bal avec son joli petit sac à main à paillettes. Ça gazouille, mais elle est inquiète car lui restera toujours figé dans ses 17 ans. Lors de son anniversaire, elle se coupe avec une feuille probablement envoyée par le lobby du papier pour stopper la saga et manque de se faire boire comme un yop à la fraise. Pour la protéger, les culés décident de la laisser en galère et de partir. Elle devient une espèce de Carla Bruni des forêts. Je suis un escargot et je bave sur les feuilles. Et se met à triper à tout va. Elle trouvera réconfort auprès de Jacob, gentil, attentionné, bronzé et donc inintéressant à ses yeux, qui se révélera avoir la capacité de se transformer en looking size. Même si je le voyais plutôt en lama, moi. Un lama géant. Suite à un quiproquo nul, Edward la croit morte et va se suicider de désespoir en Italie, au milieu de la nuit et en catimini, en montrant sa peau scintillante. Parce que oui, tout le monde sait qu'une peau qui brille au soleil, c'est une peau de vampire. Heureusement, Bella le sauve au tout dernier moment. Du coup, c'est décidé. On emmerde la sécurité de Bella puisque sa décision est prise. Elle deviendra un vampire après le mariage. Et ça fout Jacob de très mauvais poils. Je dois résister. Je dois pas. Pendant ce temps-là, Victoria, une rescapée des vampires du futur, constitue une armée de nouveau-nés, probablement pour stopper la saga, et se venger de Bella. Afin de la protéger, loups et vampires s'allieront. Après avoir passé la nuit à se blottir contre Jacob devant Edward, Bella décide d'embrasser Jacob devant Edward. Je suis là. Je veux pas déranger, mais bon, le fond de l'air est frais quand même, J'ai pas pris mes petites mitaines. J'aurais dû. Après une bataille haletante et une bagarre de filles, les gentils gagnent. Et pendant que Jacob douille après s'être fait briser les os comme des biscottes, nos amoureux, eux, se préparent pour le mariage. Vient donc la lune de miel où Bella tombe enceinte d'un bébé qui la tue de l'intérieur, probablement pour stopper la saga, et pendant l'accouchement, juste avant qu'elle ne trépasse, Edward la transforme en vampire. La croyant morte, Jacob décide de tuer le bébé, puis se dit que, finalement, autant poser dès maintenant une option dessus. Bon, c'est dégueulasse, d'accord? Mais il faut être prévoyant, et puis ça tombe bien parce qu'elle grandit vite, du coup il n'aura pas trop longtemps à attendre avant de... Les Volturi, mécontents de cette naissance, prennent la route pour tuer Renesmee. Oui, Renesmee, c'est la fusion entre les prénoms de ses grands-mères. Bella, par exemple, c'est la fusion entre Belzébuth et Nutella. Donc, pour la protéger, tout le monde s'allie, ça se transforme en bataille épique, et disons que si vous n'aimez pas qu'on vous crache à la gueule, vous n'aimerez pas la fin non plus. Mais j'y reviendrai. Voilà, ça, c'était Twilight. Bon, je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous dire rapidement ce que j'en pense. Intrinsèquement, c'est du très mauvais cinéma. Mais regarder Twilight, c'est comme regarder un chiot aveugle à 3 pattes. Ça ne tient pas debout, on ne sait pas si on doit se moquer, le prendre dans ses bras ou le noyer. Du coup, on le regarde se cogner partout en se demandant si un jour il apprendra. Mais Twi, le petit chou estropié et Miro n'apprendra jamais. En commençant par son héroïne, Bella, dont les décisions ne semblent entraîner aucune véritable conséquence. Devenir un vampire est un faux sacrifice puisque ce choix, habituellement synonyme de malédiction, de soif incontrôlable et de marginalisation, est issu d'une délivrance où elle abandonnera des parents divorcés et des amis superficiels pour une famille riche et unie, et où les changements se limitent à devenir beau, immortel, à briller sous le soleil et à choisir de ne pas boire de sang humain comme on choisit de devenir végétarien.
Elle a également une espèce de super pouvoir. Alors qu'elle est aussi consistante qu'un poster et sans que rien ne le justifie, à la moindre difficulté, son entourage se mobilisera sans condition, trop ravi de pouvoir exprimer sa dévotion totale et inconditionnelle. Et le fait qu'autour d'elle on soit en plus des créatures surnaturelles, médecins, anciens militaires ou extralucides, renforce l'impression que la saga a définitivement fait du rejet de tout véritable danger et de sacrifice son ADN même, comme si rien ne devait troubler le rêve cotonneux dans lequel l'œuvre semble vouloir se blottir, sauf un vampire un peu curieux. I like watching you sleep. À ce titre, Edward est symptomatique de la prédominance patriarcale dans Twilight. Toutes les figures d'autorité sont des hommes, chefs de tribu, de meute, de famille, shérifs. On ne parle que de mâle alpha, occultant que chez les loups on parle avant tout de couple alpha. Les hommes vont chasser des proies qui sont parfois les femmes elles-mêmes et n'hésitent pas à envahir l'intimité de celles qui se contentent ici de suivre leur mari qui les entretiennent ou de faire la cuisine pour un conjoint parfois capable, sur un accès de colère, de les défigurer. La seule décision, le seul risque que prend Bella est pour défendre son statut biologique de mère, dans des scènes qui tournent souvent à des campagnes anti-avortement. Et cette attitude un peu conservatrice semble avoir contaminé les producteurs qui, jugeant la fin du livre mollassonne, ont trouvé moyen de la modifier sans heurter le public. Comment ? C'est simple, changez tout, mais ne changez rien. Je m'explique. Lors de la bataille finale, qui n'existe pas dans le bouquin, on voit des personnages que l'on pensait intouchables mourir en se faisant, entre autres, dévisser la tête. Et j'ai trouvé ça génial. Pas seulement parce que je voulais secrètement les voir crever, et même si, soyons honnêtes, comment ne pas ressentir des petits picotements de plaisir, mais à cause du gros bras d'honneur fait à la frilosité chronique de l'histoire. Des pertes, des conséquences irréversibles, des morts, de l'enjeu, c'était tellement inespéré et inattendu que ça aurait certainement changé ma vision de la saga. Mais tout comme dans l'œuvre originale, les producteurs vomissent le moindre sacrifice comme un mannequin au repas trop gras. Tout cela se révélera être une simple vision d'Alice et débouchera finalement sur... Je vais me laver les cheveux. Quand on n'attend rien d'un film et qu'il nous déçoit quand même, c'est déjà quelque chose. Mais là, on est dans une toute autre dimension. Comme si on te servait un sandwich périmé et que le seul truc de frais et de fait maison à l'intérieur, c'était le crachat du cuistot. Et pas un crachat Charlie, hein. Non, un bon mollard de bronchiteux intoxiqué à la gauloise sans filtre. Alors... est-ce vraiment un mystère que cette saga est cartonnée ? Pas vraiment, puisque les livres sur lesquels elle est basée ont tous été des best-sellers. Du coup, est-ce un mystère que cette saga est cartonnée ? Il y a toujours une part d'inexplicable, mais je pense que le génie de Twilight, c'est ce petit soupçon de puritanisme, de conservatisme, qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, sont des valeurs qui se posent de plus en plus en opposition, dans un monde, lui, de plus en plus libéral, et promettre à des ados naturellement complexés et en plein doute sur leur avenir une vie d'insouciance, une jeunesse éternelle, un amour infini, et des thunes, ça ne peut que fonctionner. La saga Twilight fonctionne parce qu'elle sonne comme une histoire que l'on se raconte à soi-même.